Bonjour, je suis très impressionnée, je ne m'attendais pas du tout à un public comme cela. Je ne suis pas tellement sûre que j'ai donné un consentement très éclairé à nos amis René Friedman et Muriel Treves quand ils m'ont proposé de parler devant vous. Mais je vais essayer de faire de mon mieux, surtout que c'est compliqué parce que parler après les deux intervenants précédents et redescendre à nos petits oignons cliniques et soignants ne va pas être très, très simple. Donc, comme vous l'avez compris, je n'ai pas bien le choix. Je suis attendue pour vous parler d'éthique. Et qui dit éthique, dit limite. Et c'est cette tautologie que je voudrais réfléchir avec vous ce matin. Autrement dit, la question, pour moi, c'est pas tellement de savoir s'il faut des limites, c'est d'essayer d'interroger la relation entre l'éthique et les limites. Et je voudrais vous proposer une hypothèse, et l'hypothèse serait la suivante. Il me semble que finalement, ce n'est pas forcément pour des raisons éthiques que nous fixons des limites, et je rejoindrai là-dessus assez précisément, vous verrez ce que vient de vous dire Éric Fassin notamment, mais que c'est plus pour des raisons effectivement de convention sociale et de nécessité d'organiser un vivre ensemble. Et à l'inverse, j'aimerais bien vous proposer comme posture éthique l'accompagnement plutôt que l'interdit. Alors, pas tellement pour uniquement vous convaincre à travers un cas singulier, mais pour mettre en scène ce que je voudrais dire, je vais vous raconter une histoire. C'est notre marque de fabrique au Centre d'éthique clinique. L'histoire est la suivante, elle est celle d'un couple qui vient demander à quelqu'un de vos collègues une aide pour faire un enfant. Ces gens ont 35 ans environ, ils vivent ensemble depuis une dizaine d'années, ils ont déjà eu une petite fille, la grossesse s'est bien passée, l'enfant est arrivé sans problème. Le monsieur ne voulait qu'un enfant, il l'avait dit à sa femme très précisément, mais sa femme, elle, aurait bien voulu un deuxième. Et il lui refuse pendant plusieurs années, et puis la vie s'installe, elle se consolide, il finit par céder. Il dit d'accord, va pour un deuxième. Ils essayent, et comme vous le savez, comme ça arrive souvent, en tout cas vous êtes bien payé pour le savoir, ils n'y arrivent pas, et donc ils vont demander l'aide de l'assistance médicale à la procréation. L'obstétricienne qui reçoit cette dame lui dit « Madame, il faut commencer par perdre 30 kilos. Vous êtes beaucoup trop grosse. Vous ne croyez quand même pas que l'aide médicale à la procréation va vous aider à avoir un enfant si vous ne faites pas un petit effort vous-même et si vous ne diminuez pas les risques de cette grossesse pour vous. » Je caricature, hein, ne prenez pas mal. Voilà. Et donc, cette femme repart et elle est extrêmement motivée, bien que son mari aussi soit largement obèse. Elle décide de perdre du poids et elle revient quelques mois plus tard, non pas avec 30 kilos de moins, mais avec une bonne vingtaine de kilos de moins, presque 25. Et donc l'obstétricienne lui dit bah, « c'est bien, vous êtes très motivé, on va vous aider ». Et donc on démarre l'assistance médicale à la procréation. Première FIV, 4 embryons obtenus, mais surstimulation importante, et les 2 replacements échouent. Tout le monde est très triste, on attend quelques temps, pas très longtemps, on se remet au travail, la deuxième FIV fonctionne, on contrôle à peu près la stimulation, mais quand même on surveille la dame de très très près, on replace 2 embryons. Et puis on fait des échographies de contrôle très régulières, tous les 2-3 jours, et force est de constater, au bout de quelques jours, que les 2 embryons vont très bien, et qu'ils se sont installés, et que la grossesse est gémellaire. Le monsieur est dans la salle d'attente de l'échographie. L'obstétricienne dit ça en catimini à la patiente, l'échographiste, et toutes les 2 se disent « Mon Dieu, ça va pas le faire, ça va pas aller du tout ». Et effectivement, ça se passe très mal. L'homme dit
J'avais dit 1, c'était déjà beaucoup. 2, pas question. Évidemment, on est en plein été, voilà, c'est compliqué, c'est les vacances de tout le monde, etc. Bon, bref. Et l'obstétricienne dit la réduction embryonnaire, ça ne va pas être possible. Voilà, les 2 enfants vont très bien, c'est pas mon truc à moi, et voilà. Ils partent en vacances, on leur dit réfléchissez tranquillement et revenez nous voir après les vacances. Après les vacances, ils se sont déchirés pendant toutes les vacances, ils n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente commun, et ils arrivent, ils disent on veut une réduction embryonnaire. Et l'obstétricienne a vraiment l'impression que c'est contre une partie importante de la femme qu'elle a accepté cette transaction, pourrait-on dire, ou cette décision, et donc elle dit il faut que je réfléchisse, que j'en parle à des collègues, je ne suis pas sûre qu'on va faire. Voilà, et c'est dans ces conditions que nous sommes appelés au centre d'éthique clinique. Donc une histoire en dehors des limites, au-delà des limites. En tout cas, c'est la question clairement que se pose l'obstétricienne en question. Alors je voudrais travailler avec vous ces 3 questions-là. Pourquoi des limites dans cette situation-là? Pour qui? Et quelles limites? Pourquoi des limites? Alors vous savez comment on travaille en éthique, on se dit c'est des limites d'abord parce que ces gens-là ne sont pas très autonomes, elle n'est pas autonome, ils sont sous le coup de quelque chose qu'ils s'étaient dit précédemment, etc. etc. Vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, donc je ne vais pas... Bon, mais on peut difficilement dire qu'ils ne sont pas autonomes, ils sont comme vous et moi, et ils ont une vie, ils ont réfléchi à des tas de choses, ils ont fait des tas de choix pour eux-mêmes, pourquoi pas celui-là? Donc cet argument-là ne pèse pas bien lourd. Ensuite, on peut se demander si on est bienfaisant, malfaisant, etc. Mais pour qui? Pour qui serait-on malfaisant? Pour l'enfant dont on arrêterait la vie? Mais finalement, aujourd'hui, la société accepte, on est toujours dans les délais légaux d'accès à l'IVG pour ces gens-là. Et donc la société accepte théoriquement qu'on puisse avoir une interruption volontaire de grossesse. Donc pourquoi est-ce qu'on dirait qu'on est malfaisant? Et pour qui serait-on malfaisant? Pour la femme, pour l'avenir de la femme, pour l'avenir de ce couple? Mais qui sommes-nous pour décider de qu'est-ce qui va être bien ou mal pour ce couple, pour cette famille? Et de si on va être plus malfaisant en gardant l'enfant ou en ne gardant pas l'enfant, etc. Eux le contestent en tout cas, ils disent très bien les choses et ils disent peut-être, mais c'est notre choix. Bref, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que ce n'est pas pour nous, les soignants, les obstétriciens, les psys, les gynécologues, les échographistes, que nous pensons que nous sommes au-delà de la limite? Et est-ce que ce n'est pas, au fond, nous, que nous avons peur de détruire d'une certaine façon ou d'abîmer en n'acceptant pas cette demande de ce couple? Autrement dit, est-ce que nous ne sommes pas justement au bord de la démesure? Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a plein de pays au monde où, voilà, si les gens veulent une réduction embryonnaire de 2 pour 1, il n'y a aucun souci et tout le monde l'accepte, sans leur poser 36 000 questions. Et ça, c'est un premier argument un peu impressionnant, parce qu'on peut se dire, est-ce que tous ces gens sont inéthiques? Les Américains, ils sont inéthiques? Ou les Européens, les Belges, qui acceptent des choses que nous n'acceptons pas, par exemple d'aider effectivement un couple de femmes homosexuelles à avoir un enfant. Inéthique. Pour qui? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les autres seraient plus inéthiques que nous? Donc, d'accord, l'éthique, c'est réfléchir aux valeurs et à l'universalité ou à la relativité des valeurs, et à si les valeurs sont plus fortes et plus impressionnantes et plus respectables si elles sont universelles que relatives. Mais là aussi, je ne sais pas bien ce que c'est qu'une valeur universelle et une valeur relative. Et est-ce que parce qu'une valeur est relative, elle serait moins importante? Je ne suis pas sûre. Autrement dit, on part de beaucoup de postulats en matière d'éthique et de morale dont on pourrait, que l'on pourrait remettre en question. Donc, des mesures, d'accord, des mesures. Mais ça veut dire qu'on a peur de quelque chose. Que craignons-nous? Le pape? Dieu? Qu'est-ce qui risque de nous arriver si nous allons au-delà de la mesure? Pourquoi avons-nous si peur d'aller au-delà de la mesure? Des mesures pour qui?
Et donc, il me semble que, effectivement, s'il y a des mesures dans cette histoire-là, c'est d'une certaine façon pour la société. Quand même, nous vous avons beaucoup aidé à avoir cet enfant, nous avons beaucoup donné du nôtre, en plus nous avons payé, parce que chez nous, on paye tout ça collectivement. Et donc, nous avons bien notre mot à dire, il faut que chacun s'y retrouve. Il faut aussi que le docteur s'y retrouve, et l'échographiste, et la médecine de l'AMP, etc. Et donc, vous avez passé la mesure, pas tellement pour vous, mais pour nous. La société, le vivre ensemble, fait que tout le monde doit avoir sa place, que tout le monde doit s'y retrouver, et vous, vous êtes au-delà, vous êtes en train de remettre cet équilibre en cause. Donc, la réponse à la première question, pour qui des limites? Pour qui des limites? Pas pour ce couple. Pour qui des limites? Pour la société. Pour l'avenir de la société et pour qu'elle puisse continuer à être à peu près cohérente. Et là, je me demande, c'est qui la société? J'ai l'impression que dans la société, la voix des docteurs, ou des soignants, ou des institutionnels, ou des psys que nous sommes, pèse presque plus lourd que la voix des patients. Pourtant, les patients, ils font autant partie de la société que nous. Et donc, pourquoi est-ce que notre voix pèserait plus lourd que la leur? Je voudrais vous donner un deuxième exemple qui me fait penser la même chose, c'est celui de l'anonymat du don de gamètes. Vous savez que c'est une mesure qui est extrêmement controversée, qu'on remet en permanence dans la réflexion publique et sur laquelle on se pose la question de savoir si on ne doit pas lever l'anonymat du don de gamètes et permettre à tous d'avoir accès à ses origines. Il me semble que lorsque nous avons inventé ça collectivement, l'accès à l'insémination avec donneur, nous l'avons fait pour le bien, pour la demande, pour répondre à la demande des couples qui le voulaient à l'époque, et que nous étions un peu inquiets d'être dans la démesure. Nous nous demandions ce que nous allions faire et fabriquer à proposer comme ça des inséminations avec donneur. Et nous étions tellement inquiets de cette démesure que nous avons mis des limites, des pare-feux, et nous nous sommes tous organisés de façon à faire en sorte que les choses soient le plus respectables possible. Et pour qu'elles soient respectables, nous avons mimé l'engendrement naturel, la famille naturelle, le père, la mère, l'enfant, en gommant tout ce qui était à l'extérieur et en essayant, comme le dit souvent Irène Théry dans ses écrits, d'effacer l'histoire de l'insémination avec donneur. Moyennant quoi, comme vous le savez, eh bien, 30 ans plus tard, elle ressurgit extrêmement violemment depuis, notamment, les enfants qui ont été conçus de cette façon-là. Si bien que nous sommes obligés de nous remettre en question. Peut-être que nous avons bien fait à l'époque, mais peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait remettre cela en cause. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on n'y arrive pas. Et qu'il y a une forte résistance à la levée de l'anonymat. Et je voudrais bien aussi vous interroger pour savoir quel est l'argument principal. Eh bien, l'argument principal que moi j'entends, c'est si nous levons l'anonymat, il n'y aura plus de donneur, il n'y aura plus d'insémination avec donneur. Et alors? Est-ce que c'est si grave? Si les gens n'en veulent plus, c'est peut-être, dans ces conditions-là, c'est peut-être quelque chose qu'il faut regarder en face. Notre activité de médecine, oui, peut-être elle baissera, mais and so what? Est-ce que c'est pour préserver notre activité et préserver ce que nous avons pensé qui était bien autrefois? Est-ce que ce sont des arguments éthiques suffisants pour continuer à résister à la demande de la levée de l'anonymat du donneur? Donc, la deuxième question, c'était, vous avez compris, pour qui des limites? Une fois de plus, pour nous protéger nous. Alors la troisième question, c'est, est-ce que pour autant il faudrait zéro limite? Et s'il y avait quand même des limites à respecter, lesquelles? Eh bien moi, il y en a une que j'aimerais vous proposer, et qui ne serait pas une limite individuelle, mais une limite collective. Et il me semble que, puisque nous fabriquons des limites, ou nous avons besoin de limites pour continuer de vivre ensemble, peut-être qu'effectivement, la limite qu'il faut garder, c'est une limite collective. Et que j'énoncerai comme ça, le refus de la discrimination organisée envers autrui. Parce qu'il me semble que c'est une demande sociale extrêmement forte de ce que je vois moi au quotidien sur le terrain. C'est un argument, à mon avis, c'est l'argument principal pour la levée de l'anonymat du don de gamètes. Les enfants qui n'ont pas accès à leurs origines, ne sont pas égaux de ceux qui ont accès à leurs origines.
Et ça, c'est une inégalité citoyenne qui doit être regardée en face. Est-ce que nous avons le droit de fabriquer des enfants inégaux par rapport aux autres? Vous savez que les enfants, maintenant qui sont adoptés, ont le droit d'accès à leurs origines. Pourquoi ces enfants-là n'auraient pas le droit à l'accès à leurs origines? Parce que nous, médecins ou psy, nous pensons que ce n'est pas important d'avoir accès à ses origines, que l'important c'est ailleurs, mais si eux considèrent que c'est autrement et tous les autres ont le droit à l'accès à leurs origines, pourquoi pas eux? Il me semble que le refus de la discrimination organisée envers autrui, c'est aussi l'argument principal et le seul qui reste et qui tienne, à mon avis, même si je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas d'accord avec ça, contre la gestation pour autrui. Le seul argument, c'est effectivement que ça risque, il y a un risque d'esclavagisation des femmes qui s'y prêteraient. Et donc, elle ne peut être organisée, cet accès à la gestation pour autrui, que si nous mettons en place les garde-fous suffisants pour être sûrs que cette discrimination envers les mères porteuses n'existe pas. Et si nous ne sommes pas sûrs de pouvoir les protéger, alors oui, il ne faut pas le faire. Mais pas pour un autre argument, uniquement pour celui-là, à mon sens, qui est un argument collectif et non pas un argument individuel. Et enfin, c'est l'argument principal aussi pour moi, contre la marchandisation du corps humain en général. Et ces éléments-là, égalité d'accès, non-marchandisation du corps humain et non-discrimination, c'est-à-dire considérer tout le monde à égalité et égalité d'accès aux soins pour tous, ce sont des éléments qui sont plébiscités dans la population française quand vous leur parlez de santé. Il me semble que si on revoyait l'assistance médicale à la procréation avec ces deux principes, pas d'anonymat, pas de marchandisation, oui, probablement ça changerait pas mal les pratiques, mais peut-être d'une façon assez intéressante. Il faudrait en tout cas se proposer d'y penser. Donc, voilà pour le niveau collectif. Pour le niveau individuel, donc, pas de limite liée à l'interdit, une posture éthique qui consiste plutôt en de l'accompagnement. Et je voudrais finir mon histoire pour vous dire ce que j'entends par là. Nous avons reçu ce couple longuement à Cochin, les deux. Nous avons fait parler l'homme beaucoup. Ça l'a beaucoup soulagé parce qu'il avait l'impression que c'était lui qui était le mauvais objet et qui avait été l'empêcheur de tourner en rond et que les obstétriciens ne lui avaient pas donné le temps de s'expliquer. Nous l'avons fait parler longuement, il nous a dit que oui, pour lui, il avait l'impression qu'il ne passerait pas, que ça allait le détruire complètement, ces deux enfants d'un coup, qu'en plus de ça, il venait d'être extrêmement fragilisé sur le plan personnel parce qu'il venait de perdre son boulot, qu'il était au chômage, qu'il ne savait pas du tout comment il allait s'en sortir dans les mois qui viennent, et qu'il se sentait totalement incapable d'assumer cette difficulté nouvelle. Nous avons fait parler la femme aussi longuement, qui nous a dit « Je tiens à ma famille, j'aurais préféré peut-être garder ces deux enfants, mais il se trouve que j'ai fait ma vie avec cet homme-là, que c'est avec lui que j'ai construit cette famille, et pour moi, c'est plus important de continuer cela que de tout casser, pour continuer cette grossesse double. » Et finalement, le délai d'IVG se rapprochait, ils étaient complètement contraints. Ils étaient contraints par ce refus extrêmement massif qu'ils sentaient dans l'équipe d'obstétrique, ou en tout cas dans une partie de l'équipe d'obstétrique, parce qu'il y avait des obstétriciens qui pensaient un peu différemment. Et ils étaient aussi complètement contraints par ce délai d'IVG qui était à 48 heures ou 3 jours. Et ils disaient, voilà, il va falloir prendre une décision, ils vont refuser la réduction. S'il n'y a pas de réduction, c'est l'IVG, on arrête les deux. Et la femme disait, si c'est l'IVG et si on arrête les deux, j'ai tellement voulu cet enfant que je sais que je te quitterai. Ça ne tiendra pas. Et lui dit, si on continue les deux, je ne supporterai pas, je te quitterai. Donc, on a ouvert le dispositif, la parole. Ils se sont parlé en tête-à-tête. Finalement, on était là, on ne disait plus rien du tout. Ils se sont parlé au calme. Et ils nous ont dit, on ne s'est pas parlé comme ça depuis 1 mois et demi. Et puis on leur a dit, vous inquiétez pas, le délai de l'IVG, on va discuter avec nos potes obstétriciens. Voilà, même si vous prenez quelques jours de plus, on y arrivera bien. Et s'il faut véritablement faire une IVG, ben on fera une IVG. Voilà, c'était un peu osé parce que je ne suis pas sûre qu'ils nous auraient suivis. Mais bon, on s'est dit, il faut leur créer de l'espace.
on leur a créé de l'espace et on leur a dit, écoutez, c'est votre décision. Voilà. Nous ne prendrons pas la responsabilité éthique de cette décision, parce que ces deux enfants, ils n'ont rien demandé à personne, ils sont là tous les deux. Et s'il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui se sacrifie pour l'autre, mais c'est votre choix. L'IVG s'est autorisé en France, et l'IVG, personne ne demande aux femmes de s'expliquer et de dire quelles sont leurs raisons. Vous avez des raisons que nous ne connaissons pas, c'est votre équilibre de couple, votre équilibre familial, c'est vous qui décidez, vous décidez ensemble, vous prenez le temps. Ils ont pris le temps, ils ont pris quelques jours, au-delà du délai d'IVG, ils ont rappelé, ils ont dit, on a bien mûri notre truc, c'est plus important pour nous de rester ensemble que quoi que ce soit d'autre, et d'avoir ce deuxième enfant ensemble, réduction embryonnaire. On a dit d'accord, on a appelé nos potes obstétriciens, ils ont dit d'accord, parce qu'on avait travaillé avec eux aussi dans l'intervalle. Voilà, on a donné rendez-vous à la dame pour une échographie, puis elle a été convoquée en anesthésie pour la réduction embryonnaire. Et le matin même de l'anesthésie, ils ont appelé, ils ont dit, on garde les deux. L'accompagnement comme posture éthique, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours chez nous. Vous leur redonnez la main, vous leur donnez à eux la décision, vous les mettez en situation de responsabilité, vous leur dites, nous ne cautionnerons pas éthiquement ça, parce que ça ne nous appartient pas, ce n'est pas à nous de cautionner éthiquement ça. Et donc, vous assumez la responsabilité éthique de ce que vous allez faire. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Et je ne sais pas où qu'est devenu ce couple depuis, si ça a bien fonctionné ou pas fonctionné. Mais c'était une histoire qui nous a terriblement frappés et que j'avais envie de vous livrer. Merci.